Contentez-vous de votre description de poste, m'a dit mon consultant. Alors, c'est ce que j'ai fait. La machine CNC s'est crashée. La conformité de la FDA a échoué. 18 millions de dollars en jeu. C'est alors que j'ai sorti mon contrat syndical. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Imaginez ce moment. Il est 7h42, le 15 octobre 2024. Hugh Coleman entre dans la salle de réunion B, au deuxième étage de Pinnacle Medical Manufacturing. Là, assis en bout de table, dans un blazer bleu marine, se trouve Bryce Patterson. Le consultant de chez MC Kinsey, présent depuis à peine 7 semaines, avec, juste à ses côtés, Carol Fisher, des ressources humaines. Cette chemise cartonnée jaune est déjà ouverte sur la table. Hugh sait immédiatement ce qui va se passer. Mais, ce que Bryce ignore, c'est que Hugh garde, depuis 18 ans, un contrat syndical signé dans sa boîte à outils. Un contrat qui s'apprête à bouleverser, de fond en comble, toute cette conversation. Je m'appelle Hugh Coleman. J'ai 48 ans, et je travaille chez Pinnacle Medical Manufacturing, à Canton dans l'Ohio, depuis 18 ans. Laissez-moi revenir en arrière, et vous raconter toute l'histoire, car le contexte rend les choses bien plus savoureuses. Je suis arrivé à l'usine à 6h15, un mardi matin, le 15 octobre 2024. Je m'en souviens. Car c'était juste après le week-end de Columbus Day, et le parking était plus vide que d'habitude. Il n'y avait que le pick-up du superviseur de l'équipe de nuit, et une BMW grise, que je n'avais jamais vue auparavant. Étrange, mais je n'y ai pas trop prêté attention. J'ai badgé, j'ai pris les escaliers jusqu'au deuxième étage. Puis j'ai longé les bureaux vides pour rejoindre mon poste. Pas un bureau d'angle, ni rien de luxueux, juste l'endroit où je suis assis depuis mars 2006. J'ai posé mon thermos, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et elle était là. Une invitation dans mon agenda, marquée comme urgente, prévue pour 7h45. Objet. Réunion d'optimisation. Présence obligatoire. J'ai fixé cet écran pendant une seconde, car, vous savez ce que cela signifie, n'est-ce pas? Personne ne vous envoie une invitation avec ce genre de terme, à moins que quelque chose ne soit sur le point de changer, et pas dans le bon sens. J'ai cliqué dessus. Participant. Moi, Bryce Patterson, notre nouveau consultant en efficacité, et Carol Fisher. DRH. Ma poitrine s'est serrée un peu. Ce n'était pas de la panique, plutôt cette sensation que l'on ressent quand on sait que la conversation va être désagréable, sans savoir encore à quel point. Laissez-moi vous donner quelques détails sur mon parcours dans cette entreprise, car cela a son importance. J'ai commencé en 2006, en tant que technicien de maintenance. C'était mon titre officiel. Niveau 3 dans la grille de l'usine. Ma description de poste, si l'on consultait le document officiel des RH, indiquait que j'étais responsable de la maintenance préventive des équipements, de la documentation de conformité, de sécurité, et du support technique. Des tâches très standards. Mon salaire de départ était de 48 000 $. En octobre 2024, je gagnais 82 000 $ de salaire de base, plus les heures supplémentaires. Cela portait généralement le total à environ 95 000 $. Pas mal, pour un gars qui avait commencé avec un certificat de démobilisation de la Navy, et un diplôme d'associé du Stark State College. La Navy m'a appris une chose essentielle sur les systèmes. Lorsque j'étais en poste à Port-Wanim, je travaillais sur des équipements de construction, des bulldozers, des grues, et des générateurs. Les anciens avaient l'habitude de me dire, tu ne te contentes pas de réparer le symptôme, Coleman. Tu devais comprendre toute la machine. Cette leçon m'a accompagné dans tout ce que j'ai fait par la suite. Mais, voilà le problème. Mon travail réel, et ma description de poste officiel, ne correspondaient plus du tout depuis environ 15 ans. En effet,
quand on travaille quelque part pendant près de 2 décennies, surtout dans l'industrie, on finit par absorber des responsabilités que personne d'autre ne veut, ou ne sait, assumer. Cela commence petit. On répare un équipement en dehors de sa zone d'intervention, simplement parce qu'il bloque la production. Ensuite, on vous demande de le réparer à nouveau. Puis, cela devient votre spécialité, et, avant même de vous en rendre compte, vous êtes la seule personne du bâtiment à savoir comment fonctionne la moitié des machines. J'étais cette personne. Laissez-moi vous donner quelques exemples. L'intégralité du système de maintenance prédictive de l'entreprise est un outil que j'avais moi-même développé en 2012, car notre ancien processus était purement réactif, et nous coûtait environ 200 000 $ par an en arrêt non planifié. J'ai tout automatisé, en utilisant l'analyse vibratoire, l'imagerie thermique, et des calendriers d'échantillonnage d'huile. Nous sommes passés de 47 arrêts imprévus par an à seulement 8. Personne ne m'avait demandé de le faire. Je l'ai fait, de mon propre chef. Cela a permis d'économiser environ 180 000 $ par an en coûts d'arrêt évités. Ce n'est pas de la vantardie, ce sont des mathématiques. Les arrêts de machines sur nos lignes de dispositifs médicaux nous coûtent environ 15 000 $ par heure en perte de production. Multipliez cela par les arrêts que nous avons évités, et vous comprendrez la situation. Puis, il y avait la documentation de conformité de la FDA. Nous fabriquons des dispositifs médicaux de classe 2, ce qui signifie que tout doit être documenté. Pour les inspections de la FDA, l'entreprise disposait d'un système hétéroclite, où les différents services utilisaient des logiciels différents, et rien ne communiquait. Alors, en 2015, j'ai conçu un système de suivi unifié, qui connectait nos machines CNC allemandes, les robots Fanuc, et les stations de contrôle de qualité. Une documentation en temps réel, des rapports de conformité automatique, la totale. Notre temps de préparation aux inspections de la FDA est passé de 3 semaines à 4 jours. Je n'ai pas eu de bonus pour cela, juste un merci lors d'une réunion d'équipe. Oh, et puis, les relations avec les fournisseurs. D'une manière ou d'une autre, et je ne me rappelle même plus comment cela a commencé. Je suis devenu le point de contact de chacun de nos fournisseurs d'équipements. AS pour les machines CNC, Triumph pour les découpeuses laser, Siemens pour les automates programmables. Si quelque chose n'allait pas, c'est moi qui avais des lignes directes avec leurs ingénieurs de terrain. J'avais leur numéro de portable, et ils avaient le mien. Ce n'était pas de simples relations d'affaires. Quand Klaus, de l'équipe de service de Triumph, venait aux États-Unis, il passait à l'usine juste pour me saluer. Quand notre représentant de chez AS a pris sa retraite, il s'est assuré que son remplaçant sache qu'il devait m'appeler directement pour tout problème technique. J'ai négocié notre contrat de maintenance Triumph en 2021, et j'ai fait économiser 85 000 $ à l'entreprise sur 3 ans, en regroupant les remplacements de tubes laser avec la maintenance préventive. J'ai fait cela de ma propre initiative, pendant ma pause déjeuner, car je savais que nous étions surfacturés. Pourtant, rien de tout cela ne figurait officiellement dans ma description de poste. J'étais toujours un simple technicien de maintenance. Et le fait est que je n'ai jamais demandé de promotion, ni de changement de titre. J'aurais dû. Mais j'aimais ce travail. J'aimais comprendre comment tout s'emboîtait, et j'aimais être la personne vers qui tout le monde se tournait lorsqu'un équipement critique tombait en panne. De plus, j'obtenais des augmentations correctes chaque année, de 3% à 5%. Et mon patron, l'ancien directeur de l'usine, un homme nommé Raymond Walsh, appréciait ce que je faisais. Lors des entretiens d'évaluation, il me disait: Hugh, tu es la colonne vertébrale de cette usine. Il savait. Il comprenait. Raymond avait commencé chez Pinacle en 1987. Il avait gravi tous les échelons. Depuis l'atelier. Il comprenait la fabrication.
Il comprenait que le savoir ne vient pas des manuels scolaires. Il vient de toutes ces années passées à observer les machines, à les écouter, à savoir quand un bruit est anormal, même si tous les voyants sont au vert. Raymond apprit ça. Retraite en août 2024. C'est à ce moment-là que Pinacle a engagé MC Kinsey pour optimiser ses opérations. Bryce Patterson avait 29 ans, soit 19 ans de moins que moi, et il venait du conseil. Il avait le CV, le pédigré, tout le package, avec un MBA de Northwestern. Il parlait beaucoup d'efficacité opérationnelle, de clarté des rôles, et d'élimination du gaspillage. Lors de sa première réunion d'usine, il a dit, et je m'en souviens parfaitement, nous allons mettre en œuvre les principes du Lean Manufacturing. Chacun doit rester dans son couloir, afin que nous puissions nous développer efficacement. Je n'y ai pas trop prêté attention sur le moment. Les nouveaux consultants racontent toujours ce genre de choses. Mais ensuite, il a commencé à poser des questions, beaucoup de questions. Qui gère le système de maintenance prédictive? Qui s'occupe des relations avec les fournisseurs? Qui a conçu le système de suivi de la conformité? Et, à chaque fois, la réponse qui revenait était « Hugh Coleman ». Je pouvais lire sur son visage, lors des réunions, une sorte de perplexité. Il ne comprenait pas pourquoi une seule personne avait les mains dans autant de dossiers. Pour lui, cela semblait probablement désordonné, inefficace. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que l'industrie ne ressemble pas au conseil. On ne peut pas simplement tracer de jolies lignes sur un organigramme, et s'attendre à ce que les machines respectent ces frontières. Dans la fabrication, tout est interconnecté. La machine CNC communique avec le robot. Le robot alimente la découpeuse laser. La production de la découpeuse va au contrôle de qualité, et les données du contrôle de qualité alimentent, à leur tour, le système de maintenance prédictive. Tout cela forme une seule et grande boucle. Si vous ne comprenez pas le fonctionnement de cette boucle dans son ensemble, vous ne pouvez optimiser aucun de ces éléments. J'ai essayé de l'expliquer à Bryce à plusieurs reprises. Il hochait la tête poliment, parlait de dépendance transversale, et de documentation des processus, mais je voyais bien qu'il pensait simplement que je défendais mon territoire. Ainsi, le 15 octobre, à 7h45, dans la salle de réunion B, je suis entré. Bryce était déjà là. Il était assis en bout de table, portant son blazer bleu marine et son pantalon kaki. Carole, des RH, était à côté de lui, avec un ordinateur portable, et cette fameuse chemise jaune. Ils ont tous deux souri. Quand je suis entré. Le genre de sourire qui ne monte pas jusqu'aux yeux. Hugh, merci d'être venu, a dit Bryce. Assieds-toi. Je me suis assis en face d'eux, et j'ai posé mon thermos sur la table. De quoi s'agit-il? Carole a ouvert la chemise, et a fait glisser un document vers moi. Nous procédons à un audit complet des rôles dans toute l'usine, a-t-elle expliqué. Nous voulons nous assurer que les responsabilités de chacun correspondent bien à leur description de poste, et à leur niveau de rémunération. J'ai regardé le document. C'était ma description de poste, celle de 2006, celle qui mentionnait la maintenance planifiée des équipements, la documentation de sécurité et de conformité, et le support technique. Bryce s'est penché en avant. Hugh, tu es ici depuis longtemps. Tu es un membre précieux de l'équipe. C'est évident. Mais, en examinant la répartition du travail, nous avons constaté que tu as assumé beaucoup de responsabilités qui sortent de ton rôle. Le système de maintenance prédictive, la gestion des fournisseurs, le suivi de la conformité. Tout cela devrait en réalité être pris en charge par l'ingénierie, ou être remonté à la direction. Je l'ai simplement fixé du regard. J'ai conçu ces systèmes. Je comprends, a-t-il dit, et nous l'apprécions. Mais, à l'avenir,
nous avons besoin que tu te concentres sur tes responsabilités de base. Celles qui figurent dans ta description de poste. Nous recrutons un ingénieur système le mois prochain, Owen Campbell, et il reprendra la gestion des systèmes de maintenance prédictive et de conformité. Les relations avec les fournisseurs passeront sous ma responsabilité. Tu feras la transition au cours des 4 prochaines semaines. J'ai senti un calme étrange m'envahir. Pas de la colère, pas de la panique. Juste une grande clarté. C'était la même sensation que celle que je ressentais dans la Navy, quand un équipement tombait en panne, que tout le monde s'agitait dans tous les sens, mais que je voyais exactement ce qu'il fallait faire. Donc, vous voulez que j'arrête de faire ce que je fais depuis 15 ans. Nous voulons que tu te concentres sur ce pourquoi tu as été embauché, a répondu Bryce. Il a souri de nouveau. Contente-toi de ta description de poste. Tu auras encore bien assez à faire, maintenance des équipements, documentation de sécurité, support technique. C'est du travail important. Carole a hoché la tête. Ce n'est pas une rétrogradation, ni rien de ce genre. Ton titre et ton salaire restent inchangés. Nous réalignons simplement les responsabilités. Je les ai regardés tous les deux, pendant un long moment. Puis, j'ai dit, d'accord. Bryce a scié. D'accord? Oui, ai-je répondu, si vous voulez que je m'en tienne à ma description de poste, je m'en tiendrai à ma description de poste. Super, a dit Carole. Elle avait l'air soulagée. Nous établirons un plan de transition avec Owen dès qu'il aura commencé. Je me suis levé, j'ai pris mon thermos, et je suis sorti. Voici ce qu'il ignorait. Ce que personne, à l'exception de Raymond Walsh, ne savait, car c'était lui qui m'avait aidé à tout mettre en place. En 2018, quand j'avais construit le système de maintenance prédictive, le suivi de la conformité, et que j'avais, en gros, maintenu l'usine à flot à travers 3 crises majeures d'équipement. Raymond était allé voir la famille propriétaire, et leur avait dit, nous devons protéger notre investissement dans le travail de Hugh. S'il part, nous serons dans de beaux draps. Raymond avait déjà vu ce genre de situation. Il avait vu de bons éléments se faire pousser vers la sortie, par une nouvelle direction qui ne comprenait pas ce qu'il faisait réellement. Il avait aussi vu des entreprises perdre des millions de dollars de mémoire institutionnelle lorsqu'une personne clé franchissait la porte. La famille Klein a donc approuvé un document, appelé « Accord technique pour personne clé ». Cet accord faisait partie de mon contrat syndical, mais il était déposé séparément. Il s'agissait d'une lettre d'accompagnement, signée par moi, par Raymond, et par Dorothy Klein, qui représentait la famille propriétaire. L'accord stipulait que, si je quittais l'entreprise, ou si j'étais réaffecté loin des systèmes que j'avais développés, je conservais la propriété technique de toutes les modifications exclusives, des systèmes, et de la documentation créée en dehors de mes tâches de base. Cela concernait, plus particulièrement, les algorithmes de maintenance prédictive, le système de suivi de la conformité, ainsi que les modifications de sécurité personnalisées que j'avais apportées à nos équipements allemands. L'entreprise disposait d'une licence pour les utiliser, mais je possédais la propriété intellectuelle. Et voici la partie importante, si l'entreprise souhaitait transférer la propriété de ces systèmes à un autre employé, elle devait obtenir mon consentement écrit. Et, si je refusais, l'entreprise devait soit négocier une compensation équitable, soit cesser complètement de les utiliser. Raymond avait caché ce document dans les dossiers de réclamation du syndicat. Il ne figurait pas dans mon dossier personnel. Il n'était pas non plus dans les dossiers de contrat classiques. Il était rangé parmi les documents des délégués syndicaux de 2018, classés sous la mention atténuation des risques liés aux personnes clés. Quand Raymond a pris sa retraite, il m'a pris à part, lors de son dernier jour, et m'en a donné une copie. Garde cela précieusement, Hugh,
m'a-t-il dit. Tu pourrais en avoir besoin un jour. Les entreprises oublient que les personnes comptent plus que les processus. Je l'avais glissé dans ma boîte à outils, et j'avoue que je l'avais complètement oublié, jusqu'à ce fameux 15 octobre 2024, à 7h45, lorsque Bryce Patterson m'a dit de m'en tenir à ma description de poste. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert ma boîte mail, et j'ai fait exactement ce que Bryce m'avait demandé. J'ai arrêté de faire tout ce qui ne figurait pas dans ma description de poste. Le système de maintenance prédictive. Ce n'était plus mon problème. Owen Campbell s'en occuperait à son arrivée. Dans 3 semaines. D'ici là, eh bien, il n'était pas écrit dans ma description de poste que je devais l'entretenir. Le suivi de la conformité? Même chose. Les relations avec les fournisseurs? Elles étaient désormais sous la responsabilité de Bryce. Un problème avec Siemens? Parléant à Bryce. Les calendriers de maintenance de Triumph? Bryce. Les modifications de programmation de Haas. Pas dans ma description de poste. J'ai recentré mes priorités professionnelles sur la maintenance des équipements, la documentation de sécurité, et le support technique de base. Des tâches ordinaires, le genre de travail que l'on trouve dans n'importe quel manuel de maintenance. Et j'ai attendu. Maintenant, voici un aspect important de la fabrication que Bryce ne comprenait pas. Lorsque l'on arrête la maintenance prédictive, les machines ne tombent pas en panne immédiatement. Elles sont conçues avec des marges de sécurité. Des roulements qui devraient durer 1000 heures peuvent très bien fonctionner pendant 1200 heures avant de céder. Des courroies qui doivent être remplacées tous les 6 mois peuvent tenir 8 mois. Mais, inévitablement, elles finiront par lâcher. Et quand cela arrive, ce n'est jamais au bon moment. Cela a pris 4 jours. Le vendredi 18 octobre, à 10h23, l'un de nos chefs de ligne, un certain Joey Martinez, est venu à mon bureau. Joey travaillait chez Pinacle depuis presque aussi longtemps que moi. Il avait commencé comme opérateur de machine, et avait gravi les échelons. C'était un bon gars, qui comprenait les équipements, et, plus important encore, qui comprenait les gens. Salut Hugh, l'as de la ligne 3 affiche une alerte de température de broche. Tu peux y jeter un œil. Bien sûr, ai-je répondu. Je me suis dirigé vers la ligne 3, j'ai examiné la machine CNC, et j'ai vérifié le code d'erreur. Température du roulement de la broche supérieure de 15 degrés Celsius à la normale. En temps ordinaire, j'aurais lancé mon algorithme de maintenance prédictive, analysé les données vibratoires des 30 derniers jours, croisé les résultats avec l'analyse d'huile, et déterminer si nous devions planifier le remplacement du roulement. Ou s'il s'agissait simplement d'un problème de refroidissement. L'ensemble de ce processus prenait environ 15 minutes, et me permettait de savoir si nous avions des heures, des jours, ou des semaines avant la panne. À la place, j'ai appelé le support technique de Haas. Oui, nous avons une alerte de température sur une broche, leur ai-je dit. Quelle est votre recommandation standard? Arrêter la machine, et planifier une intervention technique, ont-ils répondu. Cela pourrait être une défaillance de roulement. Nous pouvons envoyer quelqu'un mardi. D'accord, ai-je dit. J'ai raccroché. Et j'ai rempli un bon de travail pour arrêter la ligne 3. Joey m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Hugh, la ligne 3 doit produire la commande Caldwell. Il y en a pour 180 000 $ de pièces. On ne peut pas simplement l'arrêter pendant 4 jours. Désolé, ai-je dit, sans les données de maintenance prédictive, je ne peux pas diagnostiquer le problème. Le constructeur dit de l'arrêter. Et ton truc d'analyse vibratoire? Le système que tu as créé? Ce système est sous la responsabilité de Bryce maintenant, ai-je répondu, tu devais voir cela avec lui.
Joey est allé voir Bryce. Bryce n'avait aucune idée de ce qu'était une analyse vibratoire. Il m'a appelé. Hugh, c'est quoi cette histoire d'analyse vibratoire? Cela fait partie du système de maintenance prédictive, ai-je répondu, celui qui ne relève plus de mes fonctions désormais. Mais, tu ne peux pas l'exécuter juste pour cette fois. Il y a énormément d'argent en jeu. J'aurais besoin d'une autorisation pour travailler en dehors de ma description de poste, ai-je dit, et il faudrait que nous discutions d'une modification du périmètre de mon rôle avec les RH et le représentant syndical. Il y a eu un long silence. Bon. D'accord, répare juste la machine aujourd'hui. Nous réglerons les détails plus tard. Je n'ai pas réparé la machine. La ligne 3 est restée à l'arrêt pendant 4 jours. La commande Caldwell a été retardée d'une semaine. Voici ce qu'il faut savoir sur le contrat médical de Caldwell. Ce n'était pas un client ordinaire. Il développait un nouveau dispositif de surveillance cardiaque, qui avait le potentiel de sauver des milliers de vies, mais il travaillait sous le régime d'approbation accélérée de la FDA. Chaque jour de retard repoussait leurs essais cliniques. Chaque semaine de retard signifiait potentiellement des patients qui n'auraient pas accès à cette technologie vitale. Mais cela non plus, ce n'était pas dans ma description de poste. Ce vendredi-là, j'ai reçu un email de Sandra Rivera, la vice-présidente des opérations. Objet, ligne 3, retard de production. Réponse urgente requise. J'ai répondu, cela dépasse le périmètre de mon rôle actuel. Veuillez vous coordonner avec Bryce Patterson pour l'autorisation d'accès au système. C'était le vendredi. Le lundi 21 octobre, les choses ont commencé à devenir encore plus intéressantes. Notre découpeuse laser Triumph a montré des signes de dégradation du faisceau. La qualité de la coupe diminuait, et le système affichait des alertes intermittentes de fluctuation de puissance. Je savais exactement de quoi il s'agissait. Le tube laser approchait de sa fin de vie. Il lui restait probablement environ 200 heures d'utilisation, mais les modules d'alimentation électrique avaient besoin d'un réétalonnage pour compenser la baisse de rendement. En temps normal, j'aurais vérifié les heures d'utilisation du tube. Par rapport à mon calendrier de maintenance, croisé les données avec les registres de mélange de gaz, et commandé un tube de rechange, ou ajusté les paramètres du faisceau. Cela prenait environ 20 minutes, et coûtait à peine $50 d'ajustement de mélange de gaz. À la place, j'ai appelé le service technique de Triumph. Nous constatons une dégradation du faisceau, et des fluctuations de puissance, leur ai-je dit. Cela pourrait être le tube laser. Ils ont répondu, nous devons envoyer un ingénieur sur place pour établir un diagnostic. Le coût sera de 3500 $ plus les pièces, et nous pouvons intervenir jeudi. D'accord, ai-je dit. Le laser est resté arrêté pendant 3 jours. Nous avons manqué la livraison de boîtiers de dispositifs médicaux découpés avec précision, pour une valeur de 95 000 $. 3 clients différents ont appelé pour s'enquérir de leur commande. L'un d'eux était un hôpital pour enfants de Cleveland, qui avait un besoin urgent de pièces de rechange pour son matériel chirurgical. Mais la coordination avec les clients ne faisait pas partie de ma description de poste. Le mercredi 23 octobre, notre système de conformité FDA a commencé à émettre des alertes. Non pas parce que quelque chose n'allait pas, mais parce que j'avais configuré des rappels automatiques pour les mises à jour de documentation. Le système exigeait une validation par un opérateur tous les 30 jours, afin de maintenir la certification de conformité. C'est un processus simple, en réalité. On passe en revue chaque ligne de production, on vérifie que la documentation du contrôle de qualité correspond au dossier de fabrication, et on valide électroniquement l'état de conformité. Cela prend environ 15 minutes, si l'on sait ce que l'on cherche.
Je le faisais. De manière si automatique, depuis si longtemps, que j'y pensais à peine. Mais, en réalité, cela ne figurait pas dans ma description de poste. La documentation de sécurité y était, mais la validation de la conformité FDA était un processus distinct, que j'avais créé et que je maintenais de ma propre initiative. J'ai donc généré un bon de travail, pour une maintenance système hors périmètre de poste, et je l'ai envoyé à Bryce. Bryce ne comprenait pas ce que signifiait la validation FDA. Il l'a transféré à Sandra. Sandra l'a transmis à Carole, au RH. Carole me l'a renvoyé avec une note, veuillez vous occuper de la maintenance de routine du système. J'ai répondu, la documentation de conformité FDA sort de ma description de poste actuelle. Veuillez vous coordonner avec Bryce Patterson pour clarifier mon rôle, et obtenir l'autorisation d'accès au système. La validation n'a pas été mise à jour. Maintenant, voici une règle fondamentale concernant les réglementations de la FDA. Il se moque éperdument de vos politiques internes d'entreprise. Il ne s'intéresse pas à l'optimisation des rôles, ni au principe du lean manufacturing. Il ne se soucie que d'une chose, pouvez-vous prouver que chaque dispositif médical qui a quitté votre usine a été fabriqué conformément aux spécifications approuvées? Si vous ne pouvez pas le prouver, vous perdez votre certification FDA. Si vous perdez votre certification FDA, vous ne pouvez plus fabriquer de dispositifs médicaux. Et si vous ne pouvez plus fabriquer de dispositifs médicaux, vous devez fermer l'usine. L'audit de conformité s'effectue automatiquement chaque mois. Le vendredi 25 octobre, à 12h précise, notre système de conformité interne a lancé sa vérification mensuelle. Il a détecté 27 éléments de validation qui n'avaient pas été mis à jour depuis 35 jours. Le système nous a immédiatement signalé comme non conforme, et a envoyé des notifications automatisées à la FDA, à notre compagnie d'assurance, et à tous nos principaux clients. À 14h30, nous avions déjà 3 clients au téléphone, qui demandaient des explications sur notre état de conformité. À 16h, notre assureur réclamait de la documentation. À 16h45, nous avions reçu un email automatisé de la FDA, programmant une inspection surprise pour la semaine suivante. L'usine n'était plus qu'à 72 heures de perdre sa certification FDA pour la production de dispositifs médicaux. Une fois cette certification perdue, il faut un minimum de 6 mois pour la récupérer, en supposant que l'on puisse démontrer que le problème à l'origine du défaut de conformité a été résolu. Or, 6 mois sans certification FDA signifiait l'arrêt de 75% de notre production. Cela signifiait licencier 180 personnes. Cela signifiait rompre des contrats d'une valeur de 18 millions de dollars. Et cela signifiait, très probablement, la fin de Pinacle Médical Manufacturing. À 14h47, j'ai reçu une invitation à une réunion. Objet, réunion d'urgence. Continuité opérationnelle, prévue pour 16h. Participants, moi-même, Bryce, Sandra, Carole, et 2 personnes que je n'avais encore jamais vues. J'ai imprimé une copie de mon accord technique pour personnes clés, et je l'ai glissé dans ma poche. Ensuite, je suis descendu à la salle de pause, pour me servir une tasse de café. Joey Martinez était là, l'air extrêmement stressé. Hugh, a-t-il dit. Qu'est-ce qui se passe, bordel? La moitié de nos équipements est en panne. Les clients appellent toutes les heures. Et maintenant, j'entends dire que nous pourrions perdre notre certification FDA. J'ai pris une gorgée de mon café. Je me contente de suivre ma description de poste, Joey, comme Bryce me l'a demandé. Joey m'a fixé pendant un long moment. Puis, il a commencé à sourire. Espèce de magnifique salaud. Tu fais exactement ce qu'ils t'ont dit de faire. C'est exact. Combien de temps penses-tu qu'il leur faudra pour comprendre?
J'ai regardé ma montre. Environ 1h13. Je me suis présenté à 15h58. Bryce était déjà là. Il avait l'air de n'avoir pas fermé l'œil. Sandra était assise à côté de lui, tapant furieusement sur son ordinateur portable. Carole était présente avec un dossier différent, cette fois. Et les deux inconnus se sont révélés être Dorothy Klein, représentant la famille propriétaire, et un certain Lance Turner, apparemment le conseiller juridique de l'entreprise. Ce n'était plus une simple réunion de service. C'était devenu une affaire juridique. Dorothy Klein avait un peu plus de 60 ans, des cheveux gris, un regard acéré, et ce genre de présence qui s'acquiert en prenant des décisions difficiles pendant 40 ans. Son grand-père avait fondé Pinnacle en 1979, et elle dirigeait l'entreprise depuis que son père s'était retiré, en 2003. Elle n'avait pas l'air contente. Bryce a commencé, d'une voix tendue, « Hugh, nous devons parler de ce qui s'est passé cette semaine. » « D'accord, ai-je répondu. La ligne 3 est arrêtée. Depuis 8 jours. La découpeuse laser est en panne depuis 3 jours. Nous faisons face à des problèmes de conformité avec la FDA, et à chaque fois que nous te demandons de l'aide, tu réponds que ce n'est pas ton travail. C'est exact, ai-je dit. Vous m'avez dit de m'en tenir à ma description de poste. Je m'en tiens à ma description de poste. Sandra s'est penchée en avant. Hugh, tu connais ces systèmes. C'est toi qui les as construits. Nous avons besoin que tu les entretiennes. Je comprends, ai-je répondu. Mais, le 15 octobre, Bryce m'a dit de me concentrer sur mes responsabilités de base, et d'organiser la transition de la gestion de ces systèmes vers d'autres personnes. Je ne fais que suivre les instructions. Lance, l'avocat, a ouvert sa mallette. Monsieur Coleman, refusez-vous d'effectuer un travail pourtant essentiel au bon fonctionnement de l'entreprise? Non, ai-je répondu. J'effectue tout le travail décrit dans ma description de poste. Si l'entreprise souhaite que j'effectue des tâches supplémentaires, nous devrions probablement mettre à jour ma description de poste, et discuter d'une compensation financière. Dorothy Klein m'observait attentivement. Elle n'avait pas encore dit un mot, mais je voyais bien qu'elle était en train de rassembler les pièces du puzzle. Bryce a pris une grande inspiration. D'accord, très bien. Que te faudrait-il pour que tu continues simplement à faire ce que tu faisais, le temps que nous trouvions une solution? J'ai approché ma boîte à outils, et j'ai ouvert le compartiment latéral. Celui-là même où j'avais conservé cet avenant au contrat syndical pendant 6 ans. Je l'ai ouvert, et j'ai fait glisser le document sur la table. Avant de parler de cela, ai-je dit, je pense que vous devriez lire ceci. Bryce l'a ramassé. Qu'est-ce que c'est? Un accord technique pour personnes clés. Signé en 2018 par moi-même, Raymond Walsh, et Dorothy Klein. Il est archivé avec les documents du contrat syndical, sous la catégorie atténuation des risques liés aux personnes clés. Les yeux de Dorothy se sont légèrement agrandis. Elle s'en souvenait maintenant. Oh, a-t-elle murmuré doucement. Bryce a parcouru le document des yeux. J'ai vu son expression changer. D'abord de la confusion, puis de la compréhension, et enfin, quelque chose qui ressemblait fort à de la panique. Il l'a tendu à Lance. Lance l'a lu, a froncé les sourcils, puis l'a relu. Est-ce applicable, a demandé Bryce. Lance a regardé Dorothy. Est-ce que les propriétaires ont réellement approuvé cela? Dorothy a hoché lentement la tête. Oui. Raymond nous l'avait présenté comme une mesure d'atténuation des risques. Hugh avait construit plusieurs systèmes critiques, et nous étions inquiets de notre dépendance envers son savoir. Cet accord visait à protéger à la fois l'entreprise et les contributions de Hugh. Je me souviens de la discussion du conseil d'administration, a-t-elle poursuivi. Raymond avait
Si Hugh s'en va, nous perdons des millions de dollars de mémoire institutionnelle. Cela protège tout le monde. La voix de Bryce devenait de plus en plus tendue. Vous êtes donc en train de dire que nous ne pouvons pas utiliser les systèmes qu'il a construits. D'après ce document, a expliqué Lance, si l'entreprise souhaite transférer la propriété de ces systèmes, ou les modifier, sans le consentement de M. Coleman, il peut soit exiger une compensation équitable, soit révoquer entièrement les droits d'utilisation. Sandra était devenue livide. Hugh, le seul système de maintenance prédictive, nous l'utilisons sur 23 équipements différents. Sans lui, nous retournons à une maintenance purement réactive. Cela représente des centaines de milliers de dollars de pertes liées aux arrêts de production. Et le système de conformité, a ajouté Dorothy. Si nous perdons la certification FDA, nous nous exposons à 18 millions de dollars de pénalité pour rupture de contrat et au licenciement potentiel de 180 personnes. Je sais, ai-je répondu. J'ai conçu ces systèmes pour éviter précisément ce genre de problème. Bryce commençait à transpirer. Combien? A-t-il demandé. Qu'est-ce que tu veux? J'avais fait les calculs durant le week-end, et j'en avais parlé avec Joey Martinez, qui en avait lui-même discuté avec d'autres employés de longue date. Les syndicalistes me soutenaient à 100%. Ils m'avaient vu être écarté des promotions, alors que je faisais le travail de 3 personnes. Ils avaient vu passer des consultants, l'un après l'autre, essayant tous de réparer ce qui n'était pas cassé. Le système de maintenance prédictive permettait d'économiser environ 180 000 dollars par an en arrêts évités. Le système de conformité nous évitait environ 120 000 dollars de frais de préparation pour la FDA et de violation de conformité. Les relations avec les fournisseurs, et mes modifications personnalisées des machines, permettaient d'économiser 85 000 dollars supplémentaires par an. La valeur annuelle totale s'élevait ainsi à 385 000 dollars. Sur les 6 années où j'avais géré ces systèmes, cela représentait plus de 2,3 millions de dollars d'économies documentées. Je transférerai la propriété technique du système de maintenance prédictive, du suivi de la conformité, et des modifications d'équipement pour un montant de 650 000 dollars, ai-je déclaré. Payable sur 18 mois. De plus, je veux que mon rôle soit reclassifié en tant qu'ingénieur principal de l'usine, sous la direction directe de Sandra, avec un salaire de base de 150 000 dollars, et un objectif de bonus annuel de 15%. Enfin, je veux un pouvoir d'approbation finale sur toutes les décisions relatives aux équipements qui affectent les systèmes que j'ai construits. Le silence le plus complet s'est installé dans la pièce. Bryce a regardé Lance. Lance a regardé Dorothy. Dorothy m'a regardé. C'est beaucoup d'argent, a balbutié Bryce. Non, a dit fermement Dorothy. C'est la valeur du marché. C'est probablement même en dessous du marché, si l'on considère le coût nécessaire pour reconstruire ces systèmes à partir de zéro, le temps de production perdu, et les risques réglementaires. Nous pourrions simplement concevoir de nouveaux systèmes, a suggéré Bryce, mais sa voix manquait cruellement de conviction. Vous pourriez, ai-je acquiescé. Mais, combien de temps pensez-vous que cela prendrait? 8 mois? 1 an? Combien de volumes de production perdrez-vous d'ici là? Que adviendra-t-il de votre certification FDA? Quand sera-t-il du contrat Caldwell, et de ses dispositifs de surveillance cardiaque? Qui pourrait sauver des vies? Sandra a fermé les yeux. L'inspection de la FDA est prévue pour lundi. Si nous échouons, nous perdons la certification. Immédiatement. Dorothy s'est levée. Je dois passer quelques appels aux autres membres de la famille. Bryce. Sandra, retrouvons-nous demain matin à 8 heures. Hugh, pouvez-vous maintenir les systèmes critiques en état de marche pendant 24 heures, le temps que nous
Réglions cette situation. À condition que vous soyez rémunéré pour ce travail. Hors de votre description de poste? Oui, nous vous paierons au tarif de consultant de $125 de l'heure, avec effet immédiat, pour tout travail sur des systèmes en dehors de vos fonctions habituelles. J'ai hoché la tête. Cela me convient. Elle a regardé Bryce. Réparez le système de conformité. Remettez la ligne 3 en marche. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Puis, elle est sortie, suivie par Lance et Sandra. Carole a rassemblé ses affaires, et est partie sans dire un mot. Bryce est resté assis là un moment, le regard fixé sur la table. Finalement, il a levé les yeux vers moi. « Je ne comprends pas », a-t-il dit. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de cet accord dès le début ? » « Tu ne me l'as pas demandé », ai-je répondu. « Tu m'as dit de m'en tenir à ma description de poste. J'ai fait exactement ce que tu m'as demandé. Mais, des gens auraient pu être blessés. Le contrat Caldwell, la certification FDA, tous ces emplois. Oui, ai-je dit, c'est exactement ce qui se passe quand on élimine, sous prétexte d'optimisation, les personnes qui comprennent réellement comment les choses fonctionnent. Je me suis levé, et je me suis dirigé vers la porte. Puis, je me suis arrêté, et je me suis retourné. Bryce, tu n'es pas un mauvais bougre. Mais tu as fait l'erreur de croire que, sous prétexte que tu ne voyais pas la valeur de quelque chose, cette chose n'avait pas de valeur. L'industrie n'est pas comme le conseil. On ne peut pas simplement réorganiser les choses sur du papier, et s'attendre à ce que cela fonctionne mieux. Il n'a pas répondu. Ils se sont réunis le lendemain matin sans moi. J'ai appris plus tard, par Sandra, que Dorothy avait convoqué une réunion de famille d'urgence, et leur avait présenté la situation. Le choix était simple, me payer ce que je demandais, ou regarder l'entreprise s'effondrer. La famille Klein a mis 15 minutes à se décider. Le samedi 26 octobre, à 11h15 précise, j'ai reçu un email de Carole, DRH. Objet, offre de poste mise à jour, ingénieur principal de l'usine. L'offre contenait tout ce que j'avais demandé, $650 000 payés à hauteur de $36 111 par mois pendant 18 mois, un salaire de base de $150 000, avec un objectif de bonus de 15%. Mon nouveau titre était ingénieur principal de l'usine, rattaché directement à Sandra Rivera, avec un pouvoir d'approbation finale sur les décisions relatives aux équipements. Il y avait aussi une clause que je n'avais pas demandée, en reconnaissance des contributions de M. Coleman à l'excellence opérationnelle de Pinacle Medical Manufacturing. La société accepte d'attribuer 8000 stock options à la valorisation actuelle, avec effet d'acquisition immédiat. J'ai signé le contrat le lundi 28 octobre, à 9h, dans le bureau de Carole. Dorothy était là, Sandra était là, mais Bryce n'y était pas. Le premier versement, d'un montant de $36 111, est arrivé sur mon compte le 15 novembre. J'étais assis à mon bureau quand j'ai reçu la notification de la banque. Je l'ai simplement contemplé pendant un long moment. Le contrat de Bryce a été résilié 2 semaines plus tard. MC Kinsey l'a réaffecté à l'optimisation du secteur de la vente de détail. Lors de son dernier jour, il s'est arrêté devant mon bureau. Pour ce que ça vaut, a-t-il dit, j'ai appris quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Que l'efficacité, ce n'est pas seulement organiser le travail. C'est comprendre le travail. J'ai hoché la tête. C'est un bon début. 18 mois plus tard, la famille Klein a vendu Pinacle à une plus grande entreprise de dispositifs médicaux, pour un montant de $95 millions. Mes stock options valaient alors $52 000. Aujourd'hui, je travaille toujours chez Pinacle. Mon titre est ingénieur principal de l'usine. Je dirige une équipe de 5 techniciens, dont Owen Campbell, qui s'est révélé être un bon gars,
et un apprenti très rapide. Nous intégrons actuellement nos systèmes aux opérations de la société mère, et ils apprécient réellement la mémoire institutionnelle que nous apportons. J'ai fini de percevoir les 650 000 $ en avril 2026. La majeure partie de cette somme est allée sur mon fonds de retraite, mais j'ai également acheté une petite ferme à l'extérieur de Canton, 12 acres de terrain, un atelier, du calme, et de la tranquillité. Parfois, la meilleure des vengeances consiste simplement à donner aux gens exactement ce qu'ils demandent. Et parfois, si l'on est assez patient, les choses tournent bien mieux qu'on ne l'aurait jamais imaginé. Ce travail invisible, qui permet à tout le reste de fonctionner, ne devient visible que lorsqu'il s'arrête. Mais, à ce moment-là, il est généralement bien trop tard pour réparer ce que vous avez brisé.